Alors, on change complètement de partie. On va repartir sur de la physique. Donc, pour situer le cours, c'est la suite de la partie thermophysique. Avec un petit... bon, il y a une petite bizarrerie de numérotation dans le programme officiel de physique-chimie. C'est-à-dire qu'au départ, la partie thermodynamique s'appelle la partie grand 6 dans le programme officiel. Et pour le deuxième semestre, elle s'appelle bizarrement grand 7. Mais on continue avec les petits numéros. Donc c'est la partie 6-4, chapitre 6-4, où on va parler de l'équilibre et des transformations d'un système fermé. Alors, le cadre qu'on va choisir, c'est un système, comme je viens de le dire, fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On pourra donc appliquer la conservation de la matière. En revanche, on autorise les échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc, pas d'échange de matière, mais échange d'énergie possible. Et l'énergie, on va beaucoup en parler. On va faire d'abord le point sur l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre d'un système, avec deux échelles. Alors attention, en thermodynamique, on va beaucoup parler d'échelles et on va avoir trois échelles différentes à utiliser. Tout d'abord, l'échelle microscopique. Donc, l'échelle microscopique, c'est l'échelle des atomes, des molécules. Et à cette échelle, honnêtement, la notion d'équilibre n'a aucun sens. Les molécules, elles sont en permanence agitées dans tous les sens. Donc, elles ne sont jamais dans un état d'équilibre et de repos. Donc, l'équilibre microscopique, ça n'existe pas. Si on se place maintenant à notre échelle, l'échelle macroscopique, à ce moment-là, on peut parler de notion d'équilibre. Les paramètres intensifs, vous vous rappelez ce que sont les paramètres intensifs? C'est pression, température, concentration, ce genre de choses. Donc, à l'échelle macroscopique, les paramètres intensifs ont tendance à s'uniformiser dans le système. Donc, dans un système, si on reprend, quand un paramètre n'est pas uniforme dans le système n'est pas à l'équilibre. Exemple, quand vous avez un système avec une température qui n'est pas uniforme à l'intérieur. À ce moment-là, le système n'est pas à l'équilibre. Et l'état d'équilibre correspond à un état où la température est uniforme. Idem pour la pression. Donc, on va parler d'équilibre quand les deux grandeurs, celles qui nous intéresseront en priorité, c'est pression et température. Donc, on parle d'équilibre quand ces deux grandeurs sont uniformes. Et petite remarque supplémentaire, on ne peut parler de pression et de température d'un système qu'à condition d'avoir l'équilibre. C'est-à-dire que si le système n'est pas à l'équilibre, vous n'avez pas le droit de parler de la température du système vu que ça n'existe pas. Attention parce que les équilibres, ils prennent toujours un petit temps pour s'établir, mais les constantes de temps sont complètement différentes pour les deux équilibres. Quand la pression est uniforme, on va parler d'équilibre mécanique. Quand la température est uniforme, on va parler d'équilibre thermique. Et au niveau constante de temps de chaque, il est beaucoup plus rapide d'avoir une pression uniforme que d'avoir une température uniforme dans un système. Donc à retenir, les échanges thermiques, on l'a déjà vu, ça prend du temps. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'équilibre d'un système non isolé. Donc, je vous rappelle, dans les définitions, le système isolé, ça voulait dire qu'il était fermé, pas d'échange de matière, mais qu'il n'y avait pas non plus d'échange d'énergie. Dans ce paragraphe, on autorise les échanges d'énergie. Il faut donc qu'il y ait un contact entre le système et le milieu extérieur. Alors, il y a deux types de contacts. Donc, le contact thermique d'abord. Pour avoir un contact thermique entre le système et le milieu extérieur, si le système est fermé, ce contact se fait à travers la paroi. Donc, il faut que la paroi soit perméable aux échanges de chaleur. Et donc, il faut une paroi diatherme ou diathermane. Ces deux termes sont synonymes. Donc, s'il n'y a pas de paroi, ça existe quand même. Si vous avez par exemple un système de tasse de café à l'air libre, la surface libre du café, ça sert de paroi. Ça correspond à la paroi du système. Donc, l'échange à ce moment-là se fait à travers la surface. À l'équilibre thermique, le système va se mettre à la même température que l'extérieur. Donc, équilibre thermique correspond à température du système égale température extérieure. Ça va, on ne va pas trop vite. Vous pouvez réagir s'il y en a qui sont perdus, hein, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est qualitatif, ça devrait aller.
Donc, équilibre thermique, pas de problème. On passe à l'équilibre mécanique. Donc, le contact mécanique entre le système et l'extérieur se fait avec une paroi mobile. Il faut qu'il y ait quelque chose de mobile dans le système, sinon il n'y a pas de transmission entre les deux, entre l'équilibre, oh, je bafouille. Donc, s'il n'y a pas de paroi mobile, on n'a pas de transmission entre le système et l'extérieur. Si une paroi est mobile, à ce moment-là, l'extérieur va pouvoir agir sur le système en appuyant sur la paroi. Le système classique qu'on voit en thermodynamique, c'est le système du piston qui coulisse dans un cylindre. Donc, le système, c'est l'intérieur du cylindre, et on a le contact avec l'extérieur qui se fait via l'intermédiaire du piston. Donc, à l'équilibre mécanique, l'extérieur impose au système une pression. Donc, la pression du système, c'est la pression extérieure. Plus généralement, quand vous faites des manipulations en TP, par exemple, dans la salle de TP, la pression extérieure, elle est constante, c'est la pression atmosphérique, et vous faites des manipulations à pression atmosphérique. Donc là, je vous ai remis ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est-à-dire que l'équilibre mécanique, il est beaucoup plus rapide à atteindre que l'équilibre thermique. Donc, la petite période, la période entre le départ et l'équilibre, ça correspond à un temps, à une constante de temps, et donc à un régime transitoire. On va retrouver les régimes transitoires. C'est vraiment la suite du TP sur les régimes transitoires thermiques que vous aviez vu en fin d'année. On a vu que pour faire varier la température d'un système, eh bien, on avait des courbes qui avaient une allure généralement en exponentielle, comme vous l'aviez étudié. Alors, attention, petite nuance sémantique. Si les grandeurs intensives ne sont pas uniformes mais constantes. On rappelle les définitions. Uniforme, ça veut dire que c'est partout pareil. Constant, ça veut dire que ça n'évolue pas dans le temps. Donc, il y a une nuance. Dans ce cas-là, si les grandeurs sont constantes mais pas uniformes, on ne parle pas d'état d'équilibre, mais d'état stationnaire. État stationnaire, ça ne veut pas dire équilibre. Petit exemple que vous aurez l'occasion de voir en TP en fin d'année, en TP de chimie organique. Donc, on a un instrument en TP de chimie organique qui s'appelle un banc Koffler qui sert à obtenir les températures de fusion des espèces solides. Donc, cet instrument, je vous le décris rapidement, mais vous aurez l'occasion de le manipuler. Parce que quand même, il y a un moment dans l'année, on va refaire des TP, hein, ça arrivera. Donc, dans cet instrument, vous avez une réglette métallique et les deux extrémités de la réglette sont maintenues à deux températures différentes. Ici, sur l'extrémité de droite, on a une température qui est fixée à 50 degrés et sur l'extrémité de gauche, 250 degrés Celsius. Donc cet appareil, on le branche un petit peu à l'avance. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il est dans un état dit stationnaire, c'est-à-dire que sur la réglette, on va avoir un gradient de température. À gauche, on aura 250 degrés, à droite 50 degrés, et donc il va s'établir un dégradé de température. Dégradé, en termes plus techniques, on appelle ça un gradient. Donc dans ce cas de figure, on va avoir une température qui n'évolue pas dans le temps. Quand on se place à un endroit, donc quand on se place à un endroit donné, si je me place ici, hop, attendez, ça y est, je retrouve le même coup qu'hier, c'est-à-dire que ma souris ne veut pas réagir. Voilà. Donc si je me place dans cette zone donnée, vous voyez ce que je viens de pointer là sur le document? Parce que moi j'avais un décalage entre la souris. Bon, apparemment vous voyez. Donc si... Ok, c'est pas la peine que tout le monde réponde, hein. Je pense que si... c'est bon, on va dire que vous voyez. Alors si je me place dans cette zone-là, à cet endroit, la température, elle est constante dans le temps. Donc c'est un régime stationnaire. En revanche, la température dans cette zone n'est pas la même que celle ici. Ah, non, là c'était l'opération, je grandis... Ah, je viens de trouver l'opération, j'ai grandi mon ellipse. On en découvre tous les jours. Voilà. Si je me place là, la température, en revanche, n'est pas la même, mais elle est aussi constante dans le temps. Donc ce banc Koffler, il est dans un état dit stationnaire, mais il n'est pas dans un état d'équilibre. À quoi ça sert? Je vous ai dit qu'on l'utilisait en chimie organique. En chimie organique, on va utiliser ça pour trouver la température de fusion
d'un solide. Donc en pratique, on dépose le solide plutôt du côté froid. Donc là où je viens de mettre mon petit carré. Et petit à petit, on va le déplacer vers la gauche, comme ça. Voilà. Donc on le déplace tout doucement, petit à petit. Donc au départ, c'était un solide, et il y a un moment, on va voir que ce solide fond. On regarde la température à cet endroit-là, et on en déduit la température de fusion. Donc c'est un instrument classique pour avoir la température de fusion des solides. Ça a deux intérêts. Ça permet déjà de caractériser un corps pur, puisque je vous rappelle que les températures de fusion, c'est des grandeurs qui sont tabulées. Donc si on a un solide, généralement, on sait quelle est sa température de fusion. Et ça permet aussi de savoir si le corps pur est vraiment pur. Donc un corps pur, il a une température de fusion nette. 1 degré avant, c'est un solide, 1 degré après, c'est un liquide. En revanche, quand vous avez un affreux mélange, donc en d'autres termes des impuretés, on va avoir une fusion progressive. Donc quand on a un mélange, au lieu d'avoir un corps pur, la température de fusion n'est pas nette. Ça fait un peu comme du beurre, hein. Le beurre, il est solide dans le frigo, et quand vous le chauffez, il va passer progressivement à l'état liquide. Il ne va pas passer d'un coup à l'état liquide. C'est un peu le même principe. Si vous avez un système qui est un mélange, il va avoir une zone de fusion et pas une température de fusion. Donc là, on va revenir à la partie plus thermo. Ça, c'était la partie plutôt en rapport avec les changements d'état, finalement. Alors, grand B, on va s'intéresser aux transformations du système. En thermodynamique, on a un système, on doit définir un système, et on va regarder comment il évolue. En général, une transformation, ça part d'un état initial, quand on a des petits i, et ça arrive à un état final, petit f. Attention, il y a deux niveaux de transformation, deux échelles de transformation pour le système. On va parler de transformation finie ou macroscopique, quand c'est à notre échelle. Donc le terme transformation finie, c'est pas très intuitif, mais transformation finie, ça veut dire que c'est à l'échelle de l'observateur. Fini, ça veut dire que c'est fini pour vous. Donc transformation finie, c'est la transformation qu'on étudie. Par exemple, le système va subir une compression de la pression 1 bar jusqu'à la pression 5 bars. Donc l'état initial, c'est 1 bar, l'état final, c'est 5 bars. Les états, aussi bien l'état initial que l'état final doivent être des états d'équilibre, puisqu'on va devoir les décrire. Et donc pour les décrire, il faut connaître pression, volume, température, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les notions de température et de pression ne sont définies qu'à l'équilibre. Donc au cours d'une transformation, l'état initial est un état d'équilibre, l'état final est aussi un état d'équilibre. Donc ça, c'est notre échelle, échelle macroscopique. Deuxième échelle, c'est l'échelle mésoscopique. Là. Donc on va parler à cette échelle de transformation. Alors les termes utilisés sont indifféremment élémentaires ou infinitésimales. Ça veut dire tout petit. Ça correspond à la transformation d'un état vers un état très proche. Donc à cette échelle, la matière ressemble à ce qu'elle est à l'échelle macroscopique. L'échelle mésoscopique, c'est une échelle intermédiaire entre la microscopique et la macroscopique. À quoi ça sert? En thermo, ça sert beaucoup, ça sert à faire du découpage. Du découpage, vous savez, on va avoir des objets qu'on va appeler des trucs, et puis après, on va intégrer le des trucs pour avoir le truc. C'est assez général, donc l'échelle mésoscopique, ce sera un outil de travail. Quand vous aurez à étudier une transformation, ce sera bien évidemment à votre échelle, à partir d'un état initial et d'un état final qui seront vraiment différents l'un de l'autre. Mais vous allez souvent être amené à regarder les petites variations. Donc, pendant le petit intervalle de temps, vous vous rappelez, le petit intervalle de temps, on l'appelle dt. Donc pendant l'intervalle de temps dt, hop, dt, ça se note comme ça. Alors je n'ai pas trouvé l'outil qui augmente les lettres. Est-ce que quelqu'un a trouvé un outil qui augmente les lettres? Parce que c'est écrit en tout petit là sur... Alors, je ne sais pas si vous voyez le dt que je viens d'écrire. Bon, c'est un tout petit dt, remarquez, c'est normal que ce soit écrit en petit aussi. Donc le petit d qui est devant, vous devez l'appeler petit d et pas autre chose, parce que je vous rappelle qu'à la fin, on va
Enfin non, je vous rappelle pas, hein, je vous le dis, mais à la fin, le petit des trucs, on va l'intégrer, c'est-à-dire que vous allez mettre un joli signe intégral devant et vous allez le manipuler comme une différentielle mathématiquement. Donc on l'appelle dt, c'est la petite variation, la petite évolution du truc. Mais ensuite, on va le traiter mathématiquement avec des intégrales. On passe au deuxièmement, le type de transformation. Donc on va différencier trois catégories de transformation. Donc d'abord, une transformation dite infiniment lente. J'en suis ici. Ah, excusez-moi, je me suis trompée d'outil. Hop, moins les carrés, je peux les faire de la taille que je veux. Alors, transformation infiniment lente, bah, comme son nom l'indique, elle est infiniment lente. Donc, c'est un terme conventionnel de thermodynamique. C'est un modèle théorique, ça veut dire que ça va tout doucement. Alors, le tout doucement, ça n'a pas de sens dans l'absolu. Ça veut dire juste qu'on va laisser le système se mettre à l'équilibre à chaque instant. Je vous ai mis entre parenthèses que ça s'appelle aussi quasi-statique. C'était en fait le terme utilisé dans les anciens programmes. Maintenant, dans les nouveaux programmes, enfin les derniers programmes qui datent de 2013, on utilise le terme infiniment lent. Vous pouvez avoir des vieux énoncés qui utilisent encore quasi-statique. Quasi-statique, ça veut dire que ça bouge pas beaucoup, ça bouge pas vite. Donc pour ce type de transformation, on considère que le système est à l'équilibre à chaque instant, c'est-à-dire qu'à chaque instant de la transformation, tous les paramètres sont définis et donc vous pouvez parler en permanence de la pression et de la température. Au cours d'une transformation élémentaire, ces grandeurs varient chacune, la pression de dP, la température de dt et le volume de dV. Donc à chaque fois, il y a un petit d pour dire que c'est tout petit. Comme chaque modèle théorique, il faut s'intéresser au domaine de validité. Donc, il faut que le temps de réponse du système, c'est-à-dire le temps pour qu'il se mette à l'équilibre, soit petit devant la durée de la transformation élémentaire. Alors, exemple à la maison, si vous chauffez très très lentement le four de la cuisine, eh bien, on va peut-être pas prendre le four de la cuisine parce qu'il n'est pas fait pour ça, mais on a des fours en chimie qui vont pouvoir être programmés sur des chauffages très très lents. Donc, on peut avoir des montées en température qui sont très lentes. On va programmer une montée en température de, je sais pas, moins 1 degré par toutes les 10 minutes. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que la température du four est en permanence définie. Alors qu'à l'inverse, à la maison, si vous mettez votre four en préchauffage, comme vous êtes à la maison, vous pouvez faire de la cuisine, donc vous pouvez utiliser le four si vous avez un four. Donc, si vous mettez le four de la maison en route, les résistances vont se mettre en route d'un coup, et il y aura des endroits du four qui seront froids, les parois au départ, alors que des endroits du four seront chauds. Donc dans ce cas-là, on ne va pas avoir de transformation quasi-statique pour le four. Tout va bien? Non, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y en a qui vont très très mal là? Bon, ça a l'air d'aller. Pas de réponse, c'est que tout va bien. Allez. Donc première transformation, la transformation infiniment lente. Deuxième type de transformation, la transformation réversible. Donc réversible, ça veut dire qu'on peut faire la transformation inverse, attention, en repassant par les mêmes états. Donc, ça veut dire que les états intermédiaires sont définis, une transformation réversible est déjà forcément infiniment lente. Une transformation réversible, c'est inclus dans le cas précédent. C'est tout autant un modèle théorique, c'est un modèle théorique encore plus exigeant que le précédent. Donc, on peut faire la transformation inverse. C'est en pratique difficile à obtenir, la réversibilité. Exemple, si je reprends le four, si vous mettez un gâteau à cuire dans votre four, et quand vous allez refroidir votre four, donc je réponds à la question d'Axel juste après, donc quand vous allez refroidir votre four, vous n'allez pas pouvoir repasser par les états précédents, c'est-à-dire qu'à partir de votre gâteau tout fait, vous n'allez jamais pouvoir revenir à la pâte à gâteau. Donc c'est une transformation irréversible, la cuisson d'un gâteau. Et ça peut se faire infiniment lentement, mais c'est déconseillé si vous avez envie de manger un bon gâteau. Alors, il y avait la question d'Axel. Je reprends le chat. Pourquoi est-ce que c'est forcément infiniment lent? Alors, ce n'est pas forcément infiniment lent. C'est un modèle théorique. Donc, dans certains cas, on vous dira que la transformation est infiniment lente.
Et c'est dans ce cas uniquement que vous aurez le droit de dire que la température et la pression du système sont définies à chaque instant. Donc, ce n'est pas tellement pourquoi, la question c'est pour les transformations que vous aurez à étudier en pratique, il faudra savoir dans laquelle de ces 3 cases vous allez pouvoir la mettre. Donc, j'ai parlé de 3 cases, mais pour l'instant, j'en ai traité que 2. Il y a 3 types de transformations. Quand vous aurez une transformation à étudier, elle sera forcément dans une de ces 3 cases. Il faudra choisir la bonne. C'est bon? Troisième type de transformation qu'on appelle la transformation réelle, c'est-à-dire ce qui se passe réellement dans le milieu. En général, c'est une transformation irréversible. Les états intermédiaires ne sont pas forcément définis et on ne peut pas revenir en arrière non plus. Donc exemple, mon exemple classique, si vous mettez une casserole pour chauffer l'eau en vue de cuire des pâtes, et si vous chauffez à fond la casserole, vous aurez une température qui ne va pas être uniforme dans le milieu, ça va être plus chaud au niveau du point de chauffage de la casserole, le fond de la casserole, et vous n'aurez pas une température uniforme. Du coup, ce type de transformation est à mettre dans la case transformation réelle. Donc si je résume, 3 catégories de transformations: les transformations réversibles, les transformations infiniment lentes et les autres. Donc on est forcément dans une de ces 3 cases. Ça va toujours? Alors, troisième point. Les transformations, elles sont à mettre dans une case particulière. Une fois que vous avez choisi dans les 3 types précédents, il y a encore à mettre la transformation dans une case particulière qu'on va définir ici. Donc attention, là, c'est à connaître tous ces termes. Premier cas de figure, si la température est constante au cours de la transformation s'appelle isotherme. Bon, ce n'est pas un mot nouveau, donc rien d'encombrant pour votre cerveau. Donc, si une transformation est isotherme, la température est définie à chaque instant. Et le système, dans ce cas-là, doit être thermostaté, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une régulation de température. Exemple, toujours culinaire, si vous faites cuire les pâtes, vous les faites cuire à l'ébullition de l'eau, et dans ce cas-là, l'ébullition de l'eau va maintenir la température à 100 degrés Celsius. Donc, c'est un système qui est thermostaté. L'évolution d'un système dans votre frigo, si vous avez rempli votre frigo là, en cette période, ce que vous avez mis dans le frigo, ça évolue peut-être, pas trop vite j'espère, et c'est réfrigéré, donc c'est à une température constante. Ce qui se passe dans votre petit corps d'être humain en bonne santé, c'est thermostaté aussi, vous avez une température qui est constante de 37 degrés. J'espère qu'elle n'est que de 37 d'ailleurs, parce que si elle augmente, c'est plutôt inquiétant en ce moment. C'est bon pour la température? On passe à la pression. Si la pression est constante, on parle de transformation isobar. Donc là encore, il faut que la pression soit définie à chaque instant. Et c'est infiniment lent. C'est dans la case infiniment lent. Alors le infiniment lent, ça n'a pas la même vitesse en thermique qu'en mécanique. Mécanique, c'est ce qui concerne la pression. Donc la transformation isotherme infiniment lente, elle va beaucoup plus lentement que la transformation isobar infiniment lente. Le infiniment lent, ça peut être très variable en termes de durée réelle. Donc, autre exemple culinaire sur une transformation isobar, quand vous faites cuire des pâtes, vous avez une pression qui est la pression de 1 bar imposée par l'atmosphère. Alors, la différence entre isotherme et thermostaté, isotherme, c'est le nom de la transformation, et thermostaté, c'est la façon de faire les choses. On dit qu'on thermostate, c'est-à-dire qu'on maintient la température constante. Donc, le thermostat, c'est les outils qui servent à maintenir la température constante. Et du coup, la transformation est dite isotherme. Alors, dernière catégorie de variables, le volume. Donc, si le volume est constant, la transformation s'appelle isocore. Alors, attention, parce que isotherme et isobar, ça, ce n'est pas des mots nouveaux pour vous. En revanche, isocore, c'est nouveau. On dit corps, on ne dit pas chore. Donc, transformation isocore, vous apprenez le mot, ça veut dire à volume constant. Exemple, ça va être le cas pour toutes les transformations qui concernent un système condensé. Donc, si votre système est un solide ou un liquide, on a vu que l'hypothèse à votre programme, c'est l'hypothèse du volume constant, donc modèle incompressible indilatable.
Et du coup, ce type de transformation va être dans la case iso-corps. En revanche, quand vous avez un système gazeux, on peut le maintenir dans un volume constant à condition d'avoir une enceinte, donc un contenant qui est indéformable. Et sinon, quand vous avez un gaz, le volume peut varier assez facilement. Alors, question de Kiki. Mais qui est Kiki? Il faudra me dire qui est Kiki. Quand le volume est constant, est-ce que la transformation est aussi infiniment lente ou pas du tout? Eh bien, pas du tout. Le volume, c'est une grandeur extensive. Mais oui, Kéliane, je vous avais reconnu. Hein. Donc non, la notion d'infiniment lent, ça concerne que les grandeurs intensives, donc pression, température. En revanche, le volume, il est toujours défini, hein, que la transformation soit lente ou pas. Alors, attention, on n'a pas fini avec la liste des transformations. Il ne faut pas confondre les trois précédentes avec... Ah, question d'Alexandre. Oui, les types de transformations, c'est indépendant de la notion d'isotherme, isobar, etc. Donc, il faut d'abord placer la transformation dans une des trois cases précédentes, donc lente, réversible ou réelle. Et ensuite, vous faites une nouvelle analyse et vous regardez si elle est dans la case isotherme, isocore ou autre. Et vous pouvez avoir une transformation qui est à la fois... Attendez, je reviens un cran en arrière. Vous pouvez parfaitement avoir une transformation qui est à la fois isotherme et isocore. Ce n'est pas des cases séparées les unes des autres. Alors, attention, des mots un petit peu plus dangereux, on va dire, à utiliser. Vous avez un autre type de transformation qu'on appelle monotherme. Donc là encore, c'est un mot à apprendre, ça, monotherme. Voilà. Donc, transformation monotherme, ça veut dire que la température extérieure est constante et que le système est en contact thermique avec l'extérieur. Ah oui, si c'est un système isolé, que la température extérieure soit constante, ça n'a aucune influence dessus. Donc, transformation isotherme, ça veut juste dire que la température extérieure est constante. Et c'est pas forcément à chaque instant la transformation, c'est pas forcément à chaque instant la température du système. Donc, monotherme, c'est un petit peu moins restrictif que isotherme. Isotherme, il faut que la température soit constante à chaque instant. Monotherme, il faut juste que la température extérieure soit constante. Et en général, la température extérieure impose la température finale. Alors, petit exemple de transformation qui se fait à l'air libre. Donc, si on prend un exemple de chimie, vous avez déjà vu des réactions exothermiques. Donc, on rajoute 2 ingrédients, ça va s'échauffer. Au départ, on est à température ambiante. Vous mélangez par exemple un acide et une base. Le système va s'échauffer, parce que c'est exothermique. Et ensuite, il va se refroidir progressivement jusqu'à atteindre la température du milieu extérieur. Donc, dans ce cas-là, la transformation est monotherme, mais elle n'est pas isotherme. Okay. Et pour finir là-dessus, si une transformation est isotherme, elle est aussi monotherme. C'est plus fort que monotherme, isotherme. Même chose avec la transformation isobar et monobar. Alors, attendez, je me suis trompée d'outil. Hop, la cocotte. Voilà. Donc, monobar, là encore, nouveau mot à apprendre. Remarquez, il ressemble au précédent. Hein. Donc, c'est un peu les mêmes notions, mais en ce qui concerne la pression cette fois. Donc, pour une transformation monobar, la pression extérieure est constante avec un système qui est en contact mécanique avec l'extérieur. Dans ce cas-là, l'extérieur impose la pression finale. Donc, les transformations isobar sont aussi monobar, mais on peut avoir l'un sans l'autre. Et enfin, dernier type de transformation adiabatique. Donc, une transformation adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange thermique avec le milieu extérieur. Donc, pas d'échange d'énergie thermique. Alors, 2 cas de figure pour avoir une transformation adiabatique. Premier cas de figure, si le système est calorifugé, c'est-à-dire s'il est isolé thermiquement. Exemple, ce qui se passe dans une bouteille thermo, dans un calorimètre dans les expériences. Donc, dans ce cas-là, on interdit les échanges thermiques en isolant le système. La transformation est adiabatique. Deuxième cas de figure, la transformation est rapide. Alors, vous pourrez faire l'hypothèse qu'une transformation rapide est adiabatique parce que les échanges thermiques sont toujours lents.
Alors, une question de Kiki. Si la transformation est monotherme, le système aura la température de l'extérieur qui est constante. Non, si la transformation est monotherme, le système n'a pas en permanence la température du milieu extérieur. Dans l'exemple que j'ai donné avec une réaction chimique exothermique, le système va avoir une température qui varie au cours du temps, qui monte à cause de la réaction, puis qui tend vers la température extérieure. Il faut bien comprendre la différence des mots. Si les mots sont différents, ça veut dire que le sens est différent. Donc, adiabatique, deux cas de figure, soit le système est calorifugé, soit la transformation est rapide. Ces deux conditions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, retenez bien les deux. Si une transformation est rapide, on peut toujours dire qu'elle est adiabatique. Ne pas confondre isotherme et adiabatique. Alors ça, c'est important. Voilà. Oh, j'ai trouvé comment on agrandit les outils. Je n'ai pas trouvé comment on agrandit le texte. J'ai trouvé comment on agrandit les rectangles. Donc, c'est un grand progrès. Alors, il ne faut pas confondre isotherme et adiabatique. Dans tous les cas, ça concerne les échanges thermiques, hein, mais ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas être dans les deux cas simultanément. Une transformation, elle est soit isotherme, soit adiabatique. Non, elle pourrait être les deux, mais ça ne s'appelle même plus une transformation dans ce cas-là. Donc effectivement, une transformation peut être isocore, isobar, isotherme et adiabatique. Et ben, dans ce cas-là, il ne s'est rien passé, ça ne s'appelle plus une transformation. Alors, petit exemple pour différencier les choses. Donc, exemple 1. Vous, en tant qu'être humain, vous êtes isotherme. Votre température est régulée à 37 degrés. Donc, vous êtes un système isotherme. En revanche, vous émettez en permanence une puissance thermique vers l'extérieur et vous avez en gros une puissance de 100 watts. Chaque être humain, au repos, s'il ne bouge pas trop, il a une puissance thermique de 100 watts vers l'extérieur. Donc, cette puissance thermique indique que l'être humain n'est pas adiabatique. D'accord ? Donc, l'être humain fournit en permanence, tant qu'il est vivant, une énergie thermique vers l'extérieur. Et pour ça, ça n'empêche pas d'être isotherme. Inversement, si on imagine qu'on a une enceinte calorifugée et qu'à l'intérieur, on fait une réaction chimique exothermique, donc vous mélangez un acide et une base dans une enceinte bien calorifugée. Dans ce cas-là, l'enceinte calorifugée, ça interdit les transferts thermiques, donc la transformation, elle est adiabatique. En revanche, la température à l'intérieur va augmenter, donc c'est absolument pas isotherme. OK ? Autre exemple d'isotherme non adiabatique, si vous mettez dans un verre d'eau des glaçons qui sortent du congélateur, on attend un petit peu, au bout d'assez peu de temps, votre système verre d'eau qui contient des glaçons est isotherme. La température est imposée par les glaçons qui sont en train de fondre. Donc on a une température qui est la température de fusion de l'eau. Et dans ce cas-là, on a une transformation qui n'est pas adiabatique, puisque en permanence, la cuisine, qui a une température supérieure, est en train de chauffer le verre d'eau. Donc petit à petit, les glaçons fondent. Pour les faire fondre, on leur apporte de l'énergie qui vient de la cuisine. Donc les glaçons reçoivent, enfin, le système verre d'eau plus glaçon reçoit de l'énergie de la cuisine. Ça n'est pas adiabatique. Et en revanche, c'est isotherme à condition qu'il y ait des glaçons dans le système. D'accord ? Donc, ne pas confondre les deux. Si je vous ai mis autant de signes de danger, c'est que c'est un terrain dangereux. C'est une confusion très fréquente de confondre isotherme et adiabatique. Donc, il faut bien faire la différence. Allez, je coupe le micro 30 secondes, j'ai un truc qui sonne à côté. Hop, je reviens. Me revoilà, c'est une sombre histoire de machine à laver. Alors, on passe à la suite. Alors, grand C, les transferts d'énergie. Donc, je vous ai dit dans ce chapitre, on va s'intéresser à des systèmes qui autorisent les transferts d'énergie entre l'extérieur et le système. On commence par l'énergie thermique.
Donc, pour modifier ou maintenir la température du système ou le faire changer d'état, comme l'exemple des glaçons, il faut lui apporter ou lui enlever une forme d'énergie qui s'appelle de l'énergie thermique. L'énergie thermique, ça s'appelle aussi chaleur. Alors, le terme chaleur est assez ambigu puisque chaleur, quand vous dites dans la vie courante il fait chaud, ça veut dire que la température est élevée. Donc, le terme chaleur a été supprimé des programmes de physique-chimie parce qu'il avait un petit côté confusant, c'est-à-dire que chaleur, certains confondaient ça avec température élevée. Donc, du coup, on préfère utiliser le terme énergie thermique, mais le terme chaleur est strictement synonyme. Donc, cette énergie thermique, elle est d'origine microscopique et elle vient de l'agitation des molécules au niveau microscopique. Donc, le sens des transferts, on l'avait déjà vu. On va repasser les 3 moyens de transférer de l'énergie thermique. Donc, on a vu d'abord le moyen conduction thermique, qu'on a déjà étudié. C'est une transmission de proche en proche de l'agitation thermique, et pour ça, il faut qu'il y ait un contact physique. Donc, c'est ce que je vous ai mis en violet. Les molécules chaudes, c'est les agitées. Elles sont très agitées, elles vont percuter des molécules plus froides, donc moins agitées. Au cours du choc, les molécules agitées perdent un peu d'énergie et les molécules peu agitées gagnent de l'énergie. Du coup, les molécules chaudes refroidissent et les molécules froides réchauffent. Donc, c'est un processus qui est microscopique. Comme il faut que les molécules se rentrent dedans, c'est pas instantané, hein, parce que c'est à l'échelle toute petite. Donc, ce processus prend du temps et c'est un processus spontané. Donc, la conduction thermique, c'est lent, c'est spontané, et le transfert d'énergie va toujours de l'endroit où la température est élevée vers l'endroit où la température est plus basse. Ça, c'est le sens de l'échange. On l'a déjà vu et ça paraît quand même logique. Deuxième type de transfert thermique possible, la convection. C'est un mot qui veut juste dire agitation. Ça peut être de la convection naturelle, hein, exemple spontanément. Les masses d'air bougent, l'air chaud qui a une masse volumique plus faible a tendance à monter, l'air froid qui a une masse volumique plus élevée descend, et donc du coup on a ces mouvements de convection qui vont servir à mélanger un petit peu les masses d'air. Donc ça c'est la convection naturelle. Ça peut être aussi une convection forcée, hein, si vous remuez, je prends toujours les exemples culinaires, hein, mais si vous êtes en train de faire la cuisine et que vous remuez le contenu de votre casserole, vous faites de la convection forcée et ça permet d'avoir une température uniforme. Évitez que la sauce béchamel soit très chaude en bas et que ça ne soit pas la même température au-dessus. Donc la convection, ce qu'il faut retenir par rapport à la conduction, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Oui, on transporte directement les molécules, on n'attend pas qu'elles se cognent les unes dans les autres. Troisième type de transfert thermique qu'on a vu aussi, le rayonnement. Dans ce cas-là, le transport d'énergie se fait avec des photons, et pour ça, il faut qu'ils traversent une surface transparente. Donc c'est comme ça qu'on est chauffé, nous. Hein. La Terre est réchauffée grâce à la lumière du Soleil qui nous arrive dessus. Alors la Terre a aussi un chauffage interne, hein, mais si nous on a chaud à la surface, c'est grâce au Soleil, c'est pas grâce au chauffage qui est au centre de la Terre. Quand on parle de lumière, ici c'est lumière au sens large, donc c'est pas forcément uniquement la lumière visible. Donc vous étiez vu avec la caméra thermique en TP, si vous vous rappelez. Et donc vous rayonnez, mais vous rayonnez dans l'infrarouge, ce qui change rien. Hein, la seule condition du visible, c'est que vos yeux sont capables de les voir, mais ça change rien physiquement. Un photon reste un photon. Du coup, si on veut interdire un transfert thermique, il faut interdire les 3 modes de transfert. Donc, vous avez ça dans les parois qui sont un petit peu, par exemple, dans un thermo ou dans les calorimètres que vous avez manipulés. Donc, il faut une paroi un petit peu sophistiquée, une double paroi. Donc, vous avez l'intérieur et l'extérieur qui sont séparés par 2 parois avec du matériau isolant. Entre les 2 parois, il est conseillé d'avoir du gaz à faible pression. Donc, le gaz, c'est un milieu dilué. Ça limite le processus de conduction. S'il y a des parois, de toute façon, le système, si on le ferme, on élimine la convection vers l'extérieur. Et on va aussi avoir des surfaces réfléchissantes. Donc en TP, vous aviez utilisé des feuilles d'aluminium. Les feuilles d'aluminium, l'aluminium, c'est un conducteur thermique, donc ça transfère par conduction. Par contre, ça réfléchit. Ça réfléchit pas seulement le rayonnement visible, ça réfléchit aussi l'infrarouge. Donc ça va limiter, voire interdire le transfert par rayonnement. Okay.
Dans les immeubles qui sont les immeubles modernes qui sont avec des vitres, où vous avez des surfaces vitrées importantes, on a la surface extérieure qui est réfléchissante. On ne voit pas forcément les immeubles de bureaux, on ne voit pas forcément à l'intérieur parce que le verre est traité pour avoir au-dessus une surface réfléchissante, parce que sinon les gens qui sont à l'intérieur, ils cuisent en été. Donc, pour limiter le transfert par rayonnement, il y a du traitement du verre qui permet de réfléchir les photons qui chauffent. Ça va toujours? Je regarde si... Non, personne pleure? Bon, tout va bien. N'hésitez pas à pleurer s'il y a un souci. Hein. Personne dort? Alors, on passe à la notion de transfert thermique et de puissance thermique. Alors, jusqu'à présent, c'était qualitatif. Là, les 3 types de transfert, c'était uniquement qualitatif. Maintenant, on passe à la partie plus formelle, c'est-à-dire la partie qui sera utilisée pour poser des outils, etc. Attention, les notations, c'est pas moi qui les ai inventées, elles sont internationales. Vous faites avec, vous devez les apprendre et les respecter. Donc l'énergie thermique, je récapitule, on va considérer une transformation d'un système. Donc regardez d'abord le schéma qui est en dessous. On a un système qui est fermé. En thermodynamique, c'est bien de faire un petit schéma du système de ce type-là, c'est-à-dire que vous dessinez le système, alors pas le vrai dessin, hein, vous faites un rond, un carré ou n'importe quoi, et à l'intérieur, vous mettez ce que vous connaissez du système, sa pression, sa température, son volume, etc. Donc l'univers en thermodynamique, c'est constitué du système qu'on étudie et du milieu extérieur. Donc l'ensemble, ça constitue l'univers. On dit vraiment univers, hein, ce n'est pas des idées de grandeur, c'est le terme adéquat. Au cours de la transformation, donc la transformation, c'est à l'échelle macroscopique de l'état initial vers l'état final. Au cours de la transformation, l'énergie thermique qui est transférée, attention au sens, du milieu extérieur vers le système, sera notée grand Q. Elle est ici. Je n'arrive pas à la dessiner. On va changer de couleur, tiens. On va prendre du... Non, le bleu, c'est déjà fait. Bon, allez. La voici. Donc attention au sens, grand Q, c'est par convention l'énergie thermique reçue par le système pendant la transformation. C'est ce que vous avez dans le cadre du dessus. Ici. D'accord? Donc attention à la notation, vous n'avez pas le droit de lui changer son nom, et attention à l'échelle. Donc anciennement, cette énergie était aussi appelée chaleur, donc on peut aussi appeler ça la chaleur reçue par le système pendant la transformation. On change d'échelle, on passe à l'échelle mésoscopique. Pour cette échelle mésoscopique, on va avoir un petit intervalle de temps, et pendant ce petit intervalle de temps, le système va recevoir une petite quantité d'énergie thermique. Attention à la notation, cette petite quantité d'énergie thermique, elle est là, et elle s'appelle delta Q. C'est un petit delta. Et vous n'avez pas le droit de la noter autrement, c'est une notation conventionnelle. Donc la différence entre grand Q et delta Q, c'est juste une question d'échelle. Okay. Donc pour delta Q, c'est l'énergie reçue pendant une durée dt. Attention au synonyme, vous pouvez dire indifféremment pendant l'intervalle de temps dt ou entre t et t plus dt. C'est pareil, ce que j'ai mis ici. Hein. Allez, j'encadre. Tiens, en jaune. Voilà. Ouais, le jaune, c'est pas très visible. Donc, si vous dites pendant dt ou entre t et t plus dt, c'est strictement synonyme. Alors, attention, vous ne devez pas confondre les deux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'écrire ce truc-là. Hop, j'ai pas trouvé l'outil vilaine croix, donc je le mets comme ça. Donc, c'est tentant. Je sais que certains d'entre vous vont l'écrire. Par contre, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une petite variation d'énergie. Donc, vous n'avez pas le droit de l'appeler petit dq. Bon, c'est une convention, donc les conventions, on doit les respecter. C'est un peu l'idée générale. Donc, vous ne faites jamais ça.
Et vous écrivez bien un petit delta et pas un petit d. Quel est le rapport entre le grand et le petit? Donc, ça va être un petit peu toujours pareil. Vous allez avoir entre l'échelle mésoscopique et l'échelle macroscopique une intégrale que vous avez ici. Voilà, elle n'est pas très grosse sur votre document. Donc, le transfert thermique global, grand Q, c'est la somme de l'état initial jusqu'à l'état final de delta Q. Bon, alors évidemment, tel quel, une fois qu'on l'a écrit, on ne sait pas le calculer. Hein. Est-ce que vous savez calculer des intégrales? Non, je rigole. Vous savez calculer certaines intégrales à condition d'avoir un petit d à l'intérieur et une fonction mathématique. Donc après, il faudra le traduire en fonction des problèmes pour voir comment s'exprime comment s'exprime ce petit delta en fonction d'autres choses. Donc à ce stade, l'intégrale, c'est juste une définition, mais ne me demandez pas comment on la calcule. C'est un peu trop tôt pour ça. Alors, bien noter le sens des échanges parce que grand Q, c'est algébrique. Donc, algébrique, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de le mettre n'importe comment. C'est toujours de l'extérieur vers le système. Dans l'autre sens, du système vers l'extérieur, le transfert thermique, ce sera donc moins grand Q. Il y aura 3 cas de figure. Ah, d'ailleurs, j'ai bugué sur votre document, je vois. Je les écris un peu vite, les documents. C'est normal que ça bug. Alors, premier cas de figure, si grand Q est supérieur à 0. Ah, c'est ce que vous avez ici. Ah, ça y est, ça reprend le retard. Donc, si grand Q est supérieur à 0, c'est ici. Ça veut dire que le système reçoit effectivement de l'énergie thermique depuis l'extérieur. Exemple culinaire, quand vous mettez la plaque chauffante sous la casserole de l'eau des pâtes, votre système casserole reçoit effectivement de l'énergie thermique depuis l'extérieur. Alors celui-là, alors on va devoir corriger. Hop. Donc celui-ci, c'est pas Q égale 0, c'est Q inférieur à 0. Donc on aura ici, hop. Ces deux-là sont, voilà, hop, je gribouille. Donc pour cette ligne-là, c'était une erreur. C'est ici grand Q. C'est écrit tout petit et je n'ai pas trouvé comment l'augmenter. Il y a des collègues qui ont trouvé comment l'augmenter, dites-moi. Il y en a qui savent comment augmenter. Vous pouvez me faire un petit... Alors, en plus, je ne vois rien du tout. Ah oui, ça doit être le pavé numérique. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas me taper 0. Bon, il ne veut pas du pavé numérique non plus. Donc, la deuxième ligne, c'est Q inférieur à 0. Q inférieur à 0, ça veut dire que l'échange thermique se fait dans l'autre sens. Ça se fait réellement du système vers le milieu extérieur. Exemple, si votre système, c'est si votre système, c'est vous, tenez. Donc, si vous êtes le système et que vous êtes dans un milieu extérieur, à ce moment-là, vous émettez de l'énergie thermique vers l'extérieur. Donc, pour vous, système physique, le signe de grand Q, c'est négatif. Vous perdez de l'énergie en permanence. C'est pour ça que vous mangez, hein. C'est pour compenser la perte. Alors, je ne comprends pas, il y a des trucs qui bougent tout seuls sur l'écran. Oh, mais qui a fait ça? Merci, hein, mais alors, qui a fait ça? Et alors, celui qui a fait ça, est-ce qu'il pourrait me dire, oui, vous avez la main à l'écran, hein. Je vous rappelle que vous pouvez écrire. Et que si vous écrivez n'importe quoi, je vous coupe le stylet. Alors, qui est l'heureux propriétaire? Qui m'a fait un joli signe inférieur à 0 à l'écran? Merci Enzo. Il faut sélectionner le cadre et l'agrandir. Bah oui, j'ai essayé de faire ça. Voilà, attendez, j'efface. Hein. Hop, bloc. Alors, je le fais. Hop. Donc, je le fais moi. Toc. Inférieur à 0. Hop. Ah, je m'entraîne. Hein. Ah oui, il ne veut pas de ça, donc il faut que je le fasse avec ça. Alors, je veux bien, je le sélectionne. Ah, mais il est tout petit. Hein. Bon, je n'arrive pas à le sélectionner. Ah, il faut que je change d'outil. Bon, ça y est, je l'ai vu. Ah oui, il faut le sélectionner avec la souris et l'agrandir. Ouais, j'ai compris. Trop bien. Et après, j'espère que je peux le mettre là. Voilà. Bon.
Il n'est pas un peu gros? Si. Alors, dernier cas de figure. Donc ça, vous rayez, c'était un bug. C'est pas un c'est pas un égal 0 ici, si pardon, c'est un égal 0 et pas un inférieur ou supérieur à 0. Donc dernier cas de figure, c'est Q égale 0. Hop. Alors quelqu'un m'a mis quelque chose. Bon, on voit plus rien. Donc dernier cas de figure, Q égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert thermique et donc que la transformation est adiabatique. C'est bon? On passe à la suite. Allez, je gomme tout ça. Donc, à retenir de ce paragraphe, les notations, l'échelle et le sens. Voilà, c'est les trois leitmotivs, notation, sens, échelle. Donc, quelques petits exemples, donc toujours culinaires. Hein. Donc, si vous sortez votre yaourt du frigo, à condition de ne pas le laisser pendant 10 heures dans la cuisine, donc il est initialement à la température du frigo, il va recevoir de l'énergie de la part de l'extérieur quand Q est supérieur à 0. Si votre système, c'est la tasse de café qui est encore chaude sur la table de la cuisine, à ce moment-là, votre système fournit de l'énergie à la cuisine, ça veut dire que grand Q est inférieur à 0. Et le troisième exemple, c'est celui que je viens de donner. Donc à ce stade, on a défini l'énergie à l'échelle macroscopique et à l'échelle mésoscopique, le transfert thermique. Maintenant, on va parler de puissance thermique. Donc la puissance thermique, c'est pas nouveau, hein, c'est celle qu'on avait déjà vue dans le paragraphe sur j'ai oublié, c'est la partie grand 2, les transports, voilà, le chapitre transport. Donc cette puissance thermique, c'est delta Q sur dt. Et attention au sens, c'est le sens reçu par le système. Donc reçu par le système, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Alors cette puissance thermique, comme c'est une puissance, on pourrait l'appeler P. Voilà. Sauf que P en thermodynamique, assez souvent, on l'utilise pour noter la pression. Donc si on appelle P la puissance et P la pression, on ne s'en sort pas, on confond tout. Donc très souvent, s'il y a ambiguïté, on change le nom de la puissance. On ne change jamais le nom de la pression. Une pression s'appelle toujours P. Par contre, une puissance, assez souvent, on peut l'appeler plutôt phi ou petit p. Sachant qu'il ne faut pas faire les petits p comme les grands P. Donc attention, la différence par rapport au chapitre sur les transports, c'est le sens. C'est-à-dire que la puissance thermique, c'est plus delta Q sur dt dans le sens extérieur vers le système utilisé. Au niveau du signe, grand Q, delta Q, c'est le même signe. Et dt, alors le temps, ça évolue toujours dans le même sens. dt, c'est positif. Un petit rappel des unités, peut-être. Alors, petit rappel des unités pour la puissance. On rappelle que c'est des watts. Alors, à chaque fois, il faut que j'écrive en petit et qu'après, le truc, il faut que je l'agrandisse. C'est un peu compliqué. Alors, les watts, ici, c'est donc égal à delta Q sur T. On rappelle que delta Q, c'est en joules et le temps, c'est en secondes. Donc, les watts, c'est des joules sur des secondes. Je vous laisse gribouiller ça parce que on l'a déjà vu. Hein. Donc, un watt, c'est joules par seconde. Alors, petit cas particulier, la conduction thermique, donc celle qu'on a vue dans le chapitre du transport. On voit comment ça s'intègre dans cette partie-là. Donc, si on considère un transfert thermique par conduction, c'est-à-dire une des trois façons de transférer l'énergie. Attention, je ne regarde pas les deux autres transferts. Donc, si on s'intéresse uniquement à la conduction, la puissance est toujours proportionnelle à l'écart de température entre le système et l'extérieur. On avait déjà vu. Et la puissance thermique, ici, va s'écrire sous la forme une constante fois l'écart de température. C'est ça. Petit a, c'est une constante qui dépend du système.
Et si vous avez encore quelques souvenirs du chapitre de début d'année, petit a, ça correspond à l'inverse de la résistance thermique du système. Résistance thermique du système, c'était une variation de température sur une puissance. On avait dit, la résistance, à chaque fois, c'est le moteur sur le flux. Le moteur, c'est la variation de température. Le flux, c'est la puissance. Flux, c'est le débit d'énergie. Donc, petit a écrit comme ça, parce que là, on isole l'expression de la puissance. Petit a, c'est l'inverse de la résistance thermique. Petit a va dépendre du système. Plus le système est grand, plus petit a est grand. Là, du coup, il est plus trop petit. En particulier, la puissance augmente avec la surface d'échange. A dépend également des matériaux qui constituent la paroi du système. Donc, si vous avez des matériaux isolants, ça va faire diminuer petit a, ça diminue la puissance. Et à l'inverse, si vous avez des matériaux conducteurs thermiques, pas électriques, donc si vous avez des matériaux conducteurs, ça fait augmenter la valeur de petit a. Et petit a dépend aussi de l'épaisseur de la paroi. Si la paroi est plus épaisse, elle interdit plus les transferts thermiques. Toute cette partie-là, c'est ce qu'on a vu dans la partie des résistances thermiques. C'est juste des petits rappels pour le situer dans ce cours. Un petit mot sur le signe. Donc le sens, le flux thermique va être à mettre sous la forme petit a fois température extérieure moins température du système. On vérifie que le signe est compatible avec ce qu'on vient de dire. Si la température extérieure est supérieure à celle du système, phi TH est supérieur à 0, et c'est bien ce qui se passe. Le système reçoit de l'énergie quand la température extérieure est supérieure à la température du système. Donc ça s'écrit, la différence est dans ce sens-là. D'accord? Alors, ah oui, si, petit mot sur les unités. Donc attention aux unités, je sais que vous adorez ça. Donc tel que c'est écrit, le petit a, c'est homogène à une puissance sur une température. Donc en unité SI, ça s'exprime en watts par Kelvin. C'est une différence de température, donc on peut l'exprimer indifféremment en Kelvin ou en degrés Celsius. Donc vous aurez la même valeur en watts par Kelvin ou en watts par degrés Celsius. C'est synonyme, c'est pareil. Il reste que l'unité SI, il faut bien utiliser le symbole Kelvin. En revanche, quand vous faites une différence, vous n'êtes pas obligé de rajouter 273 à vos deux températures si elles sont en degrés Celsius. Vous pouvez le faire, mais ça vous fait perdre du temps. Tout va bien? On continue. Ah, on a perdu Louane. C'est quoi ce symbole, Louane, qui s'affiche? Non, ça va? Bon. Alors, on va dire que tout va bien. On passe à manque de réseau. Est-ce que vous pouvez vous signaler tous ceux qui ont des problèmes pour m'entendre? Ah bah non, remarquez. Enfin, ceux qui m'entendent bien, signalez-vous. Mettez-moi une petite... Alors... Il y en a quand même qui ne m'entendent pas. Oui, il y en a qui m'entendent à peu près. Alors, les problèmes de réseau, la mauvaise nouvelle, c'est que ça risque d'empirer prochainement avant de se résoudre. Le site, au début de semaine, était moyennement utilisé parce que tout le monde ne s'était pas encore mis au télétravail. Là, c'est en train de monter en puissance. Et donc, le site va sans doute un petit peu saturer par moment. En plus, le débit Internet est en train d'augmenter partout, tout le monde se connecte, donc vous aurez peut-être des sautes, mais dans ce cas-là, si vous n'entendez pas bien, signalez-vous. Je peux répéter certaines informations. Et pour l'affichage, il n'y a pas de problème? À part éventuellement peut-être un retard d'affichage quand je bricole. Alors, il y a Romane. Il manque des pages dans le diapo sur le drive, Lina. Quelle page manque-t-il? Non, il n'y a pas... Alors, Lina, si vous m'entendez, vous pouvez peut-être prendre la parole. Parce que je ne vois pas en quoi il manquerait des pages. Ouais. Alors, une seconde, Lina, je vous trouve. Hop. Alors, je vais bien vous donner la parole, mais j'attends que ça s'affiche. Voilà, ça y est. Alors, moi, je n'ai pas un super réseau non plus. Et voilà, vous pouvez parler, Lina.
Vous m'entendez? Oui. En fait, il y a certaines pages que vous avez affichées là pendant le cours que je retrouve pas sur le diaporama. Le diaporama que j'ai envoyé par mail? Oui, en fait, dessus, il y a 8 pages et là, sur le cours, ça met que vous avez 16 pages. Ah, mais parce que c'est un PDF et que j'ai fait des réductions, Lina. C'est pour ça qu'il y en a la moitié. Donc, si vous avez un PDF, regardez, il y a 2 diapositives par page. Donc, il faut aller en bas de votre PDF. Ah d'accord, merci. D'accord? C'est parce que je vous fais des réductions, c'est en vue d'une impression. C'est toujours ce que je fais en cours. Vous savez, quand je vous projette des documents, à chaque fois, vous avez ça en format un petit peu réduit. D'ac- Normalement, vous avez bien 16 pages et chaque page contient 2 pages. Chaque page de votre PDF contient 2 pages de mon diaporama. C'est bon? Vous avez Ok. retrouvé? Ouais, merci. Bon. D'autres soucis? Alors, on va définir une notion qui est la notion de source de chaleur maintenant. Donc, source de chaleur, attention, c'est une définition assez longue qu'il faut connaître, parce qu'on en parlera beaucoup. C'est un élément qui est extérieur au système, qui peut échanger de l'énergie thermique avec lui, mais qui garde une température constante. Et en plus, les transformations qui sont subies par la source sont elles-mêmes réversibles. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En pratique, si je reprends mes exemples culinaires, avec votre yaourt en train de réchauffer sur la table, le yaourt se réchauffe. Quand il se réchauffe, il prélève de l'énergie à la cuisine pour se réchauffer. Donc du coup, la cuisine perd de l'énergie. Vu la taille de la cuisine et la taille du yaourt, on peut supposer que la température de la cuisine va quand même rester constante. La cuisine ne va pas se refroidir parce que le yaourt lui pique de l'énergie. Donc c'est en fait une question de dimension. Donc la cuisine, c'est une source de chaleur, ça peut être considéré comme une source de chaleur qui est à une température constante, qui est la température ambiante. Donc la notion de source de chaleur, c'est un modèle théorique. La définition qui est encadrée au-dessus, c'est une définition qui est théorique, avec des termes assez techniques. Mais en pratique, il y a plein de systèmes avec l'extérieur qui est une source de chaleur. Okay. Donc c'est un modèle théorique, mais qui s'applique dans beaucoup de cas dans la réalité. Donc il faut une source de grande dimension par rapport au système, et la source impose la température extérieure constante, puisqu'elle garde une température extérieure. Du coup, la température extérieure, c'est la température de la source, et ça correspond à la case des transformations que j'avais appelée transformation monotherme. Donc quand le système est en contact avec une source de chaleur, la transformation est dite monotherme. Ça va? Donc les échanges thermiques, donc là c'est quelque chose que j'avais noté un petit peu avant dans le document, mais je le mets là. L'échange thermique entre le système et la source se fait via la paroi, et il faut une paroi qui est perméable aux échanges de chaleur. Donc une paroi diatherme ou diathermane, je l'avais dit tout à l'heure, les deux termes sont synonymes. Quand le système est à l'équilibre thermique avec la source, à ce moment-là, la température du système, c'est celle de la source. La température du système, on peut l'appeler aussi grand T tout court. En thermo, le grand symbole, quand il n'y a pas d'indice dessus, c'est forcément relatif au système. Donc le machin qui s'appelle grand P, grand P, grand P, grand T, grand V, ce sera par défaut relatif au système qu'on a défini. Donc quand on maintient une température constante avec un thermostat, et ben, du coup c'est le thermostat qui joue le rôle de la source de chaleur. Dans votre frigo, vous avez un thermostat qui maintient la température à ce que vous lui avez programmé. Vous pouvez régler le thermostat sur différentes positions. Après le transfert thermique, on passe au transfert mécanique. Ça va être assez symétrique. Hein. En plus, ça rime. Donc là encore, vous avez un certain nombre de notations qui sont conventionnelles. Vous n'avez pas le droit de les choisir. C'est à connaître. Donc regardez d'abord le schéma qui est en dessous. On va avoir le même schéma. Le système étudié est toujours fermé. Le milieu extérieur et le système à eux deux constituent ce qu'on appelle l'univers. Donc ça n'a rien de neuf par rapport à précédemment. En revanche, on s'intéresse aux échanges mécaniques entre les deux. Donc on a W, le travail, qu'on appelle aussi transfert mécanique, reçu par le système depuis l'extérieur
à l'échelle macroscopique, donc pendant une transformation finie. Ce travail, vous pouvez le noter, c'est le travail des forces de pression. Je vais le noter dans un coin. Hop. Le travail, c'est le travail, je le mets ici. Voilà, alors, zut. Hop. Ah, il ne veut pas aller à la ligne. Bon. J'aurais dû aller à la ligne. Comme ça, on agrandit un petit coup. Ah, j'ai beaucoup progressé sur l'outil. Alors, W, c'est le travail des forces de pression. Parce qu'on a dit que le système, il doit être en communication avec l'extérieur via une paroi mobile. Et c'est des forces de pression qui s'exercent sur la paroi. On tire ou on pousse la paroi. Donc, on exerce des forces sur la paroi. Donc, c'est des forces de pression. On appuie et on tire. Donc, ce travail, on utilise plutôt le terme travail que transfert mécanique. Donc, c'est la différence. Il y a très longtemps, les termes pour les transferts d'énergie, c'était chaleur pour grand Q et W pour le travail. On a des nouveaux termes qui sont transfert thermique pour grand Q et transfert mécanique pour travail. Et en pratique, on utilise plutôt transfert thermique pour grand Q à la place de chaleur, parce que chaleur, ça pouvait conduire à une confusion. En revanche, on a plutôt gardé le terme travail pour W. Au niveau des signes, c'est toujours de l'extérieur vers le système. Donc, c'est une énergie qui va de l'extérieur, qui est transférée de l'extérieur vers le système. À l'échelle mésoscopique, donc pendant l'intervalle de temps d'été, le travail, mais dites donc, j'aurais pas dépassé l'heure, moi. Mais oui. J'étais partie pour... Ah bah écoutez, j'étais partie pour un cours de 2 heures. Si, on a dit qu'1 heure, c'était bien hein, pour ce type de cours. Donc, en plus, vous avez un cours après. Vous auriez pu me le dire, hein, parce que l'heure est écrite en tout petit dans un coin, donc je ne regardais pas. Bon, bah, je vous propose de regarder les histoires de travail demain. Oh, vous êtes timide. Bon, donc on reparle de ça demain. Et puis, bah, je laisse... je reste en ligne, donc si vous avez des questions... je reste en ligne pendant, en gros, un gros quart d'heure si vous avez des questions. Voilà, merci. Au revoir. À demain. Portez-vous bien.